Salutations à tous et à toutes. Nous avons un immense plaisir de recevoir quelqu'un qui vient de loin, qui a une voix qui porte au loin. C'est Jean-Luc Rarimanana. Bonjour. Heureux de vous recevoir ici et heureux aussi d'entendre des nouvelles de votre île, rouge aux syllabes de flamme, comme disait quelqu'un qui nous est cher, Jacques Rabé Menandar. Vous venez d'Antirabé. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de l'île? Des nouvelles de l'île, c'est compliqué de donner des nouvelles de l'île parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Il y a les remous politiques, il y a les remous sociaux. Et des cyclones. Et des cyclones aussi. Mais avec tout cela aussi, vous avez le courage des gens et vous avez beaucoup de petites choses qui sont en train de se mettre en place et qui malheureusement ne se voient pas toujours. Et j'essaye en fait de mettre en lumière toutes ces belles choses de l'île. Alors ça, c'est l'actualité de l'île, côté social, côté politique et côté humain, donc de ces gens debout qui n'abandonnent pas, qui n'abdiquent pas. Dans vos livres, il y a aussi des portraits, on va en revenir tout à l'heure. Il y a surtout aussi dans votre propre besace certaines nouvelles qui concernent, si j'ai bien cru comprendre, un film en cours de tournage dont vous effectuez à la fois la direction artistique mais aussi le casting. Pouvez-vous nous en dire davantage? C'est un projet, le tournage va être l'année prochaine. C'est un projet porté par une maison de production autrichienne et luxembourgeoise qui s'appelle Amour fou. Et le film, le titre provisoire, c'est Hôtel des Thermes. C'est justement là où le roi Mohamed V était exilé à Madagascar, donc dans la ville d'Antsirabe. Et c'est un film qui va interroger le rapport avec l'eau, les eaux sacrées, le rapport avec le colonialisme aussi, parce que c'est à cet endroit-là que les colons posaient cet hôtel qui était un hôtel très couru dans les années 20, dans les années 30. Et donc aujourd'hui cet hôtel existe toujours, c'est avec une architecture magnifique et ça va servir de décor à une histoire où chacun se cherche économiquement, humainement, ou tout simplement d'autres personnes qui sont là un peu par hasard. Donc vous dites Hôtel des Thermes et vous avez évoqué le séjour du roi Mohamed V dans les années 50 et il fallait bien entendu dans cet Hôtel des Thermes mettre un terme à un exil. Il l'a fait. Vous y retournez évidemment pour essayer de raconter une histoire qui a un lien avec le passé mais aussi avec l'avenir. Un lien avec le passé et avec la ville aussi, avec le monde aussi, parce que il y a plein d'enjeux économiques aussi à Madagascar. Il y a tout le monde qui vient là, les Chinois, les Français, les Canadiens, les Américains et les ONG aussi. Et à partir de là, on interroge tout cela. Et il y a tout un fil rouge comme ça. Il y a la fille de Mohamed V qui est née là-bas. Et donc on a développé un petit peu aussi ce personnage. Oui, donc la famille royale est presque une partie de l'histoire du Maroc, va s'y retrouver. Parallèlement, vous avez aussi une activité éditoriale, puisque une maison d'édition a vu le jour il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Projectile. Oui, c'est une maison d'édition que j'ai créée avec le poète mahorais Nassouf Jailani. Tous les deux, pendant le Covid, quand tout se fermait et surtout nos îles se fermaient, on se disait mais c'est pas possible que nos îles, nous avons déjà comment dire, ce côté isolé. Isolé, oui, un peu enclavé. Et le monde se ferme encore, c'est pas possible. On va créer notre maison d'édition. Et à partir de là, nous avons créé la maison d'édition, rejoint très vite par Ananda Devi, qui nous a proposé un texte magnifique qui s'appelle... Et Ananda Devi est de l'île Maurice, donc d'une île à une autre, il y a des correspondances. Justement, Projectile, projecte île, avec île, avec elle, donc le projet des îles. Alors, est-ce que les projectiles venus
des îles vont atteindre le continent. Oui, puisque on a publié déjà, on a publié par exemple Géry l'Étang qui est en Martinique. On a publié. Donc ça c'est la diaspora quand même oui, mais on a, panafricaine. oui. Oui. Et on va bientôt publier aussi d'autres auteurs, Jean-Pierre Siméon par exemple, qui est français, mais qui publie de la poésie. Et on veut inverser un petit peu en fait le rapport, de se dire on écrivait de Paris, il y a un point de vue de Paris, maintenant point de vue de l'océan Indien. L'océan Indien, mais c'est aussi une partie de l'Afrique, Bien sûr. bien entendu, et donc c'est l'Afrique qui est au cœur de la production, si je puis dire. On peut dire ça, l'Afrique est au cœur de la production, mais on peut se dire aussi que la rencontre des cultures est au cœur de la production, parce que l'océan Indien, c'est ça, c'est l'Asie, c'est l'Afrique, c'est l'Arabie, et c'est aussi l'Occident. Et en fait, oui, la vérité du monde, c'est dans les rencontres. Oui, et vous me rappelez un propos de l'écrivain et académicien Jean d'Ormesson qui disait que nous sommes tous des Africains modifiés par le temps. Et vous avez le temps d'écrire, je vais revenir très rapidement sur une production antérieure. C'est un livre sur votre père, Revenir. Comment résumer une somme aussi importante sur un père qui lui-même était un maître de la parole et quelqu'un qui était ancré dans la tradition de la rhétorique, mais aussi de l'échange, de la conversation, voire de ce que Madagascar enseigne au monde à travers le Kabari Malagasy ou à travers les Nteni. Pouvez-vous nous redresser un petit portrait de ce père ? C'est compliqué. C'est comme disait une des sœurs de ma mère, c'est l'homme qui n'a jamais fait de mal à quelqu'un d'autre. Voilà, et je pense que ça résume mon père, c'est qu'il cherche toujours comment faire briller la lumière chez les autres. Et il y parvient souvent. C'était un électricien des âmes et des corps, mais lui-même a eu à souffrir aussi, me semble, des brutalités des autres. Quand vous ne pensez dans un contexte de corruption, dans un contexte de dictature, quand vous ne pensez qu'au bien, vous devenez un homme dangereux. Cet homme dangereux nous a quittés il y a quelques années. Est-ce que sa voix est dans ce livre, la voix, le loin, le plus près? Sa voix peut être là-dedans, mais la voix, le loin, justement, c'est que je me suis dit, qu'est-ce qui nous traverse, nous êtres humains, notre voix, d'où ça vient, comment nous construisons nos propres voix, et comment nous portons cette voix, et comment nous transmettons cette voix. Comment nous avons hérité, comment nous le portons et comment nous le transmettons. Et donc c'est toute cette question-là que j'appelle le loin. Et le loin, ça peut être avant, ça peut être après, ça peut être maintenant. On peut être loin de nous-mêmes, parce qu'on se cherche, parce qu'on ne se trouve pas, mais on peut se projeter loin aussi. Et ce qui fait que j'ai essayé comme ça, à travers ces 100 poèmes, je me suis dit, en une journée, j'écris un poème, et puis j'attends un autre jour, ou d'autres mois, et de me dire, c'est 100 poèmes que je vais écrire. Parmi eux, je cite un seul, « Ode des jours éteints, l'écho mourant des bruissements d'utopie ». C'est le rêve de Jean-Luc Rarimanan? Non, parce que j'ai toujours de l'utopie. J'essaie de me dire que les utopies ne meurent jamais, mais on est dans une période où les utopies en fait prennent un coup, et il faudrait réveiller ces bruissements justement, et c'est aussi un livre sonore.
J'ai beaucoup travaillé la sonorité des mots pour que physiquement la voix nous atteigne, pour que physiquement on sente vibrer en fait le monde, parce que le monde est vibration, la voix est vibration, les héritages sont vibration, et on se rappelle de beaucoup de choses parce que ça nous traverse physiquement. Et ça nous touche. Merci Jean-Luc Rarimanana. Rabat vous tend les bras. Merci.